Une violente tempête hurle à travers la vallée de la rivière Missouri. Le calendrier indique janvier. Et le mercure a chuté à un glacial moins 34 degrés, bien en dessous du point de congélation. À travers les vastes plaines exposées, il n'y a aucun refuge. Ni les arbres, ni le terrain élevé n'entravent sa force. Le courant atmosphérique se déplace sans entrave, s'étendant du cercle arctique jusqu'au golfe du Mexique. Toute entité prise dans sa trajectoire cède ou périt. Pourtant, niché sous une modeste élévation de terre couverte de givre, un foyer luit chaleureusement. À l'intérieur, la température ambiante permet de s'asseoir confortablement sans couverture supplémentaire. Les jeunes dorment paisiblement sur des surfaces de couchage surélevées. Enveloppés dans des peaux de bison, une femme prépare du maïs. Des équidés s'agitent sans repos dans un enclos adjacent au point d'entrée. Les murs intérieurs offrent la quiétude et aucun courant glacial ne frôle la peau. Au-delà de la structure, la tempête fait rage. À l'intérieur, l'existence perdure. Cette habitation n'est ni une caverne naturelle, ni un événement géologique imprévu. Elle représente une hutte de terre habilement construite, une construction élaborée par les Mandans, Hidatsa et Arikara, qui habitent les plaines du Nord, à environ 800 km à l'ouest. Dans le relief montagneux du plateau de la Colombie-Britannique, un groupe distinct, les Salish de l'intérieur, descendent une échelle à encoche par le toit de leur habitation et pénètrent dans la chaleur réconfortante en dessous. Ce sont des habitations souterraines creusées profondément dans la terre, recouvertes de bois et de terre. Ces deux constructions répondent à un défi identique. Si l'atmosphère elle-même devient mortelle, on ne la combat pas. Au lieu de cela, on se retire sous sa surface. Les caractéristiques physiques de l'hiver nordique s'avèrent implacables. La température ambiante de surface ne révèle qu'une fraction de la situation. Le véritable adversaire est le courant atmosphérique. Dans les vastes grandes plaines, il n'y a pas de chaîne de montagnes pour entraver sa progression. Le terrain s'étend à plat sur 1600 km. De plus, le courant jet canalise l'air arctique vers le sud, à des vitesses qui transforment le simple froid en une force incisive. Lorsque les températures chutent à moins 30 degrés Celsius, la peau exposée gèle en moins d'une minute. À moins 40 degrés, le métal devient cassant. Le souffle se cristallise avant de quitter la bouche. Pour un peuple nomade, la solution est la mobilité. Le tipi peut être démonté, déplacé et remonté en quelques heures. Mais pour les sociétés agricoles sédentaires, comme celles qui cultivent le maïs, la courge et les haricots dans les vallées fluviales, la mobilité n'est pas une option. Ils doivent rester là où la nourriture pousse. Et la nourriture pousse dans le sol. Ils ont donc creusé le sol. La terre a un secret. Alors que l'air au-dessus oscille violemment entre la chaleur estivale et le froid hivernal, une amplitude de 80 degrés Celsius, le sol sous la ligne de gel ne bouge pas. Creusez à 1 mètre de profondeur et la température reste stable. Creusez à 2 mètres de profondeur et vous atteignez une zone qui reste entre 4 et 10 degrés Celsius toute l'année, quel que soit ce qui se passe en surface. Ce n'est pas de la chaleur, mais c'est de la stabilité. Et dans un monde où l'air extérieur descend à moins 30, commencer votre chauffage à plus 5 change tout. La charge thermique, la quantité d'énergie nécessaire pour rendre un espace habitable, diminue de plus de moitié. Vous n'essayez pas d'augmenter la température de 70 degrés. Vous l'augmentez de 15. Les Mandans et les Hidatsa l'avaient compris sans l'aide de thermomètre. Ils ont creusé des fosses circulaires, peu profondes selon les normes modernes, d'1 à 4 pieds de profondeur, mais suffisamment profondes pour placer le sol de l'habitation à l'abri du vent. Les Salish ont creusé plus profondément. Leurs maisons fausses descendaient de 3 à 6 pieds, parfois plus. En Colombie-Britannique, à Kittley Creek, des équipes archéologiques ont mis au jour des indentations mesurant 20 mètres de diamètre. Celles-ci représentaient les vestiges d'habitations qui ont abrité de grandes familles sur de nombreuses générations. Une simple profondeur, en soi, est insuffisante pour constituer une habitation. La structure devait supporter la masse du sol sans céder. La solution du peuple mandant impliquait une charpente en bois. Au cœur de la loge, 4 piliers massifs en peuplier, chacun ayant la circonférence d'un torse humain, étaient positionnés pour former un carré. Ces piliers supportaient le poids de poutres transversales horizontales qui, ensemble, créaient une forme cuboïde, servant d'élément structurel principal à l'édifice. De ce noyau central, des chevrons s'étendaient vers l'extérieur, soutenus par un agencement circulaire secondaire de poteaux plus petits, situés près du mur extérieur. Aucun clou ni aucun dispositif de fixation métallique n'était utilisé. Les sections supérieures des poteaux verticaux étaient bifurquées, conçues pour maintenir solidement les poutres transversales horizontales. Une fois le toit recouvert de plusieurs tonnes de terre, l'immense charge exerçait une pression sur les connexions, les emboîtant fermement. La construction exploitait la force gravitationnelle,
Sa stabilité augmentait proportionnellement à sa masse. Elle possédait la capacité de céder légèrement lorsque le sol gelé se déplaçait ou lorsque des tempêtes cycloniques assaillaient son extérieur, sans pour autant se fracturer. De manière cruciale, elle restait intacte. Après l'achèvement de la charpente, les différentes couches furent appliquées. C'est à ce moment précis que le génie du concept architectural devient évident. Si de la terre humide était appliquée directement sur le bois, celui-ci pourrirait inévitablement. L'humidité accélère la décomposition, entraînant l'effondrement de l'habitation en seulement 2 ou 3 ans. Conscients de cette vulnérabilité, les constructeurs ont intégré une séparation distincte. Initialement, un réseau de branches de saule était entrelacé sur les chevrons. This dispersed the Earth's mass, preventing it from dropping through the apertures. It also facilitated air circulation beneath the ground, ensuring the structural timber remained dry. A substantial layer of desiccated prairie vegetation was then placed atop the willow. Grass does not conduct heat. Instead, it ensnares air within its stalks and blades. Confined air ranks among nature's most effective insulating agents. This particular stratum operated akin to the fiberglass insulation found in contemporary walls. It was lightweight, economical, and highly efficacious. Ultimately, substantial blocks of turf were excised and arranged in layers above the vegetation. Measuring between 0.3 and 0.6 meters in thickness, this constituted thermal mass rather than mere insulation. Throughout daylight hours, the central hearth within the dwelling warmed the ambient air, which subsequently radiated into the earth. The ground absorbed this warmth during the nocturnal period when the blaze had diminished. The earth then discharged the accumulated thermal energy back into the chamber. The internal temperature of the dwelling did not fluctuate erratically between diurnal and nocturnal cycles. Instead, it stabilized. The ground exuded heat. During the summer season, the turf evolved into a verdant, functional roof. Vegetation flourished upon its surface, with roots intertwining the soil, thereby inhibiting degradation. Rainfall was repelled instead of being imbibed. Throughout the winter months, snow amassed upon the rooftop, contributing an additional insulating stratum. The habitation transformed into a knoll, rendering it indistinguishable from the surrounding topography. Nevertheless, an enclosed chamber containing a fire presents a lethal peril. Fumes must egress, while ambient air must ingress, and this vital exchange must transpire without permitting the influx of frigid air. Les tribus des plaines ont résolu ce problème avec un long tunnel d'entrée. Le tunnel était bas et étroit, parfois recouvert de peau ou d'une structure secondaire. Quand une personne entrait, elle s'accroupissait et avançait dans un passage qui séparait le vent de l'intérieur. L'air froid et lourd, il s'enfonçait jusqu'au sol du tunnel et y restait. Il ne se précipitait pas dans la pièce principale. À l'intérieur, le feu brûlait au centre de la hutte. L'air chaud montait des flammes et s'accumulait au sommet du toit en dôme, où un trou de fumée circulaire s'ouvrait vers le ciel. Cette colonne de chaleur montante créait une aspiration, une zone de basse pression au niveau du sol. La basse pression aspirait l'air frais du tunnel d'entrée dans la hutte. Un mur déflecteur, placé entre le tunnel et le feu, forçait l'air entrant à se diviser et à circuler autour du périmètre de la pièce. En se déplaçant, il absorbait la chaleur rayonnante des murs en terre. Et au moment où il atteignait le feu, il n'était plus glacial. Il alimentait les flammes sans refroidir les occupants. C'est la convection. Le feu ne fait pas que chauffer l'air, il le pompe. La hutte respire. Sur le plateau, les Salish adoptaient une approche différente. Leur maison semi-enterrée n'avait pas de porte au niveau du sol. L'entrée principale se faisait par le toit. Une échelle en rondin entaillé descendait du trou de fumée situé au sommet. Et les hommes descendaient dans la chaleur. Au début, cela semble incroyable. Pourquoi forcer les gens à grimper en hiver ? Quand la glace rend chaque surface traîtresse, pourquoi ne pas construire une simple porte ? Parce qu'une porte est une blessure thermique. Chaque fois qu'elle s'ouvre, l'air froid s'engouffre le long du sol et l'air chaud s'échappe par le haut de l'ouverture. C'est l'effet de cheminée et il joue contre vous. Une porte au niveau du sol dans une structure chauffée est une source constante de perte de chaleur. L'entrée par le toit élimine ce problème. L'air chaud monte et s'accumule au sommet de la maison. Quand quelqu'un monte à l'échelle, il descend à travers la chaleur. Il ne la déplace pas. L'air froid ne peut pas entrer par le trou de fumée, car l'air chaud montant crée une pression ascendante. Le trou agit comme une valve. Il laisse sortir la fumée, mais résiste à l'entrée du froid. Il y a un autre avantage. Dans les montagnes du plateau, la neige peut s'accumuler sur plusieurs mètres de profondeur. Une porte au niveau du sol serait ensevelie. Les bâtisseurs devraient pelleter constamment, juste pour entrer et sortir. Une entrée par le toit est toujours au-dessus du manteau neigeux.
Elle est toujours accessible. L'échelle était plus qu'un simple escalier. Elle était souvent sculptée et parfois peinte pour incarner l'esprit protecteur de l'habitation. Sa descente était un acte symbolique, représentant un retour à l'étreinte nourricière de la Terre. Mais son ascension signifiait une renaissance dans le monde d'en haut. Cette échelle servait de conduit, reliant le royaume souterrain, la surface terrestre et l'étendue céleste. Façonnée en bois, elle représentait l'axe central du cosmos. Dans les deux structures, la vie quotidienne s'articulait autour de la présence de la chaleur. L'air le plus frais dans tout espace clos se dépose invariablement au point le plus bas. Reconnaissant ce principe, les constructeurs ont surélevé les plateformes de couchage. Les couchages étaient aménagés le long du périmètre extérieur de la loge, avec des cadres en bois recouverts de peaux de bison et de fourrure. Fréquemment, un auvent fait de peau d'animal était suspendu au-dessus du lit, créant une petite tente à l'intérieur de la pièce plus grande pour retenir la chaleur corporelle. Cet arrangement favorisait un environnement chaud localisé, permettant aux individus de dormir confortablement, même lorsque les braises du feu étaient faibles. La flamme du foyer nécessitait une attention continue. Le bois de peuplier était le combustible privilégié, car il brûlait proprement et générait un minimum de fumée. Le bois flotté séché au soleil, débarrassé de son écorce, s'avérait être une option encore supérieure. Le bois non assaisonné ne ferait que couver, saturant l'habitation de monoxyde de carbone. Un agent létal silencieux et invisible. Le plafond surélevé et voûté facilitait l'accumulation de fumée et de vapeurs nocives bien au-dessus du niveau de vie des occupants. Cela fournissait aux habitants une couche protectrice d'air frais près du sol, bien que la marge d'erreur fût minimale. Si les vents de fumée étaient excessivement scellés pendant une tempête de neige, les concentrations de monoxyde de carbone pourraient augmenter. L'utilisation de bois humide entraînait une combustion incomplète, libérant des quantités dangereuses de gaz. While historical documentation on poisoning incidents is absent, the inherent danger was undeniable. Possessing the cultural wisdom to sustain a clean burning fire wasn't merely a choice. It was fundamental to their existence. Furthermore, the Hidatsa dwellings benefited from alternative heat sources. During the most frigid evenings, horses were led indoors. A horse at rest typically generates between 4.4 and 586 watts of thermal energy each hour. This output is comparable to that of a 500-watt electric heater. Having 3 or 4 horses penned close to the entrance provided a steady output of 1.5 to 2 kilowatts of warmth. This was far from insignificant. It augmented the primary fire and lessened the quantity of timber required for combustion. This identical approach is observable in various other cultures inhabiting frigid regions. The Norsemen kept their livestock within their longhouses. Agriculturalists in Switzerland resided directly above their cattle sheds. Heat generated by living organisms costs nothing and is perpetually available. Erecting these dwellings represented a remarkable logistical achievement. Transporting many tons of soil without metallic implements demanded considerable inventiveness. The principal instrument for excavating earth was the scapula, specifically the shoulder bone of a bison or elk, affixed to a timber shaft. This bone possesses an inherent breadth. Being slender and lightweight, it cuts through turf and unconsolidated earth more easily than a wooden shovel. Sticks, reinforced by fire, were employed to dislodge stones and penetrate compacted soil layers. Woven willow baskets carried upon the back served to transport cubic meters of soil from the excavation to the roof structure. The most arduous undertaking involved cutting down the cottonwood support beams. Stone axes, wielded by hand, gradually remove material from the tree trunk, piece by piece. Fitting just one tree often consumed several hours. Frequently, the constructors allowed beavers to perform this task. They located trees that the animals had already brought down and then transported them to the building location. Alternatively, they awaited the spring season when the river overflowed its banks, transporting floating logs further along its course. Resourcefulness formed an integral component of their construction methods. The precise moment of action held paramount importance. Digging into the earth was impossible during the winter months. Solidified earth possesses a greater density than concrete. Building activities took place during the latter part of summer or in autumn, when the ground was arid and pliable. Upon the onset of winter, the roof became completely frozen. The turf transformed into a protective casing of frozen soil, impenetrable by gusts of wind or falling snow. The freezing temperatures imparted additional robustness to the edifice. Should urgent excavation be necessary in winter,
For a storage pit or a burial site, the method employed was igniting a fire. A substantial fire was kindled atop the solidified earth. The warmth melted the uppermost few centimeters. The now pliable mud was removed, and the fire was re-established within the excavated hollow. Gradually, in successive strata, the excavation deepened. The process was protracted and lacked efficiency, yet it proved effective. The dwellings were not constructed solely by male individuals. Pour les peuples Mandan et Hidatsa, la loge de terre était exclusivement la propriété des femmes. L'habitation elle-même était la propriété de la matriarche du foyer. Elle détenait le titre de propriété du terrain qu'elle occupait et des zones de jardin environnantes, et elle engageait les services d'une bâtisseuse expérimentée dont l'expertise en construction avait été héritée sur de nombreuses générations. Alors que les hommes contribuaient aux tâches physiques ardues, la vision architecturale, la supervision et le pouvoir de décision finale résidaient uniquement chez les femmes. Loin d'être purement symbolique, cet arrangement signifiait une autorité économique et sociale tangible. Cette habitation fonctionnait comme le centre névralgique de toutes les entreprises productives. Entre ces murs, les femmes traitaient les peaux d'animaux, fabriquaient des chaussures, moulaient le maïs et façonnaient des récipients en céramique. Les zones de jardin cultivées produisaient la subsistance essentielle qui nourrissait toute la communauté. Des fosses de stockage souterraines sous le plancher conservaient les provisions excédentaires, assurant leur survie pendant toute la période hivernale. Au sein d'une structure sociale matrilinéaire, la loge servait d'incarnation tangible de cette lignée ancestrale. L'ensemble du processus de construction était orchestré au moyen de festins communautaires. La maîtresse d'œuvre fournissait subsistance et provisions, y compris des peaux d'animaux préparés et de la viande déshydratée, à tous ceux qui contribuaient par leur travail. D'abondantes ressources caloriques étaient effectivement transformées en propriétés tangibles. La femme capable d'organiser le festin le plus grandiose pouvait par conséquent enrôler la plus grande main-d'œuvre. Les richesses n'étaient pas accumulées, mais plutôt disséminées, ce qui donnait un édifice robuste conçu pour durer une période de 10 à 15 ans. Une fois que la loge montrait des signes de dégradation, avec ses poutres de toit affaissées ou ses poteaux de soutien se détériorant, elle était démontée de manière cérémonielle. Les 4 poteaux principaux, considérés comme des demeures spirituelles, étaient respectueusement reconnus avant leur extraction. Les matériaux constitutifs étaient fréquemment réutilisés, recommençant ainsi tout le cycle. Ces types de constructions n'étaient pas confinés uniquement à l'Amérique du Nord. Les lois physiques du froid sont universellement applicables, et les adaptations humaines aux conditions glaciales présentent des schémas communs. Siberia features the Zemlyanka, a dwelling partially excavated into the earth. Ancient Japan's Jomon civilization constructed pit dwellings, featuring floors paved with stone, topped by a log roof, and covered with turf. Their construction methods adhered to identical fundamental principles. Possessing a greater thermal capacity than soil, stone absorbed more heat from the central fireplace, radiating it throughout the night for an extended period. The Norse inhabitants of Scandinavia erected turf longhouses, featuring walls that measured 2 meters in thickness. Livestock were accommodated at one extremity, while human residents occupied the opposite end. The warmth generated by the animals naturally migrated towards the residential sections, offering a form of passive heating. While the construction materials and cultural manifestations varied, the fundamental rationale remained precisely the same. Excavate Careful into the ground, rungs. harness Snow is thermal mass, regulate air circulation, and incorporate biological elements. Within the Earth Lodge, the daily routines of existence were centered around the hearth. The aperture for smoke at the apex additionally served as a solar time-tracking device. The sun's ingress angle into the lodge shifted seasonally, thereby indicating the equinoxes and solstices. Far from being merely decorative, this mechanism functioned as a precise timepiece, dictating agricultural cycles, harvests, and ritualistic observances. The preservation of foodstuffs held paramount importance. Bell-shaped storage pits, situated either beneath the lodge's floor or immediately adjacent, contained the provisions for winter. These subterranean chambers tapered at their opening and expanded at their base, and were lined with grass and animal hide to repel humidity. Their contents included dehydrated maize, legumes, gourds, and pemmican, a preparation of pounded meat, rendered fat, and berries. The access points were camouflaged beneath floorboards or soil, safeguarding the stores from both marauders and vermin. The consistent subterranean temperature
functioned as a natural refrigeration system, maintaining the food's freshness for several months. The roof structure of the lodge functioned as an elevated communal area. On fine days, families would ascend to the level summit for communal gatherings. From there, they could survey the settlement and witness sacred rites. The entire community transformed into a tiered, open-air theater where the rooftops served as the audience's vantage points. Yet, these lodges transcended the simple definition of homes. They served as intricate blueprints of the cosmos. The bays of the structure embodied the terrestrial sphere, appearing both planar and circular. The arched, overhead structure mirrored the heavens above. The smoke vent functioned as the lodge's watchful eye, directed upwards towards the profound enigma. The quartet of central pillars were perceived as the very supports upholding the celestial dome. These pillars embodied the four primary compass points and held connections to distinct celestial bodies, specifically the morning and evening stars. As the lodge took form, melodies were intoned to guarantee its enduring stability. This edifice was considered sentient. It possessed a spirit, and that spirit necessitated veneration. This concept is not born of mere superstition. Instead, it represents engineering principles enveloped in profound belief. Any lodge neglected in its upkeep would inevitably succumb to ruin. Through the bestowal of spiritual importance, the culture ensured its consistent scrutiny and necessary mending. The established ritual effectively served as the prescribed schedule for maintenance. European colonizers, making their appearance in the 18th and 19th centuries, erected wooden cabins directly on the ground. Such edifices were characterized by perpendicular walls and roofs clad in shingles. Although they bore the appearance of typical residences, they were in fact catastrophic failures in thermal regulation. Gusts of wind permeated the interstices within the logs. The roofs permitted heat to dissipate. Les cheminées, lorsqu'elles étaient ventilées, extrayaient l'air chauffé de l'intérieur, permettant au courant froid de s'infiltrer. Les colons consommaient de vastes quantités de bois pour maintenir la chaleur dans des habitations que les autochtones auraient jugées impropres à l'habitation. En revanche, la loge de terre nécessitait beaucoup moins de combustible. La masse thermique inhérente du sol accomplissait la moitié de l'effort nécessaire. Son mécanisme de circulation d'air par convection recirculait la chaleur au lieu de l'expulser. La modeste élévation de la structure servait à détourner la force du vent. Des études archéologiques expérimentales ont démontré que, même avec des températures extérieures chutant à moins 30 degrés Celsius, une loge de terre méticuleusement construite pouvait maintenir un climat intérieur allant de 15 à 20 degrés Celsius, offrant une chaleur suffisante pour porter confortablement un vêtement en lin. Ceci ne représente pas une ingénierie rudimentaire, mais plutôt une application technologique appropriée. Elle exploite des ressources facilement disponibles pour relever des défis immédiats, générant des déchets négligeables. Sa durabilité dépasse de loin celle des pratiques de construction contemporaines, qui dépendent des combustibles fossiles et d'une logistique industrielle complexe, une dépendance qu'elle évite entièrement. Loin d'être des refuges transitoires, la maison fosse et la loge de terre constituaient des habitations conçues pour une occupation durable. Ces structures étaient occupées en continu chaque année, étant transmises de génération en génération. Leur existence découlait de siècles de raffinement méticuleux, d'expérimentation itérative et de l'accumulation de sagesse collective. Leur conception architecturale n'est pas née d'un génie singulier, mais d'un intellect partagé et diffusé à travers les périodes historiques. Les loges furent abandonnées lorsque les conditions climatiques changèrent, lorsque des migrations de bisons eurent lieu et lorsque les maladies européennes et les déplacements forcés nécessitèrent l'abandon des établissements. Leurs couvertures supérieures cédèrent, leurs poutres de soutien se décomposèrent, et les creux résultants furent inondés de terre. Néanmoins, elles ont laissé des marques durables sur le terrain. Les archéologues contemporains sont encore capables de discerner leur présence. Des empreintes circulaires dans le sol, configurées en arrangements qui racontent des histoires de vie communautaire, d'échanges commerciaux et d'existence entrelacées avec l'environnement naturel. La brise continue de balayer la vallée de la rivière Missouri et les températures persistent à chuter à moins 30 degrés Celsius. Pourtant, les loges elles-mêmes ont disparu. L'expertise employée dans leur construction est devenue fragmentée, dispersée, éradiquée dans certains lieux, mais préservée dans d'autres. La preuve durable se compose de trous de poteaux, de strates de charbon de saule et d'herbe, et des échelons usés d'une échelle plongeant dans la pénombre. Et la compréhension que prospérer dans un environnement impitoyable ne dépend pas uniquement de la force brute. Au lieu de cela repose sur une observation attentive,
une adaptation souple et une profonde humilité. Cela implique de savoir quand se retirer, quand s'enraciner et quand laisser le sol lui-même remplir sa fonction. Cela signifie comprendre que le sol sous ses pieds est plus qu'une simple base. C'est un allié. Les Mandans, Hidatsa, Arikara et Salish n'ont pas vaincu l'hiver. Ils s'y sont plutôt intégrés. Ils ont construit des habitations en harmonie avec le terrain, extrayant la chaleur de la terre et la lumière des flammes, offrant un refuge aux familles, au bétail et aux récoltes stockées. Ils ont transformé le sol en sanctuaire et ont rendu le vent insignifiant. Et quand le feu diminuait, quand la neige s'accumulait profondément, quand l'air extérieur devenait glacial, ils se retiraient dans la chaleur et attendaient leur heure.